Connaître le contexte historique dans lequel La Bruyère fait publier les caractères est important. En effet, c'est un véritable témoin de son temps. Il prend appui sur ses observations pour développer un certain nombre d'idées présentes dans l'ouvrage. En 1687, on se situe en effet au terme d'une longue évolution de la vie politique française. Une évolution liée à des périodes d'agitation, de troubles, voire de guerre et de coups de théâtre multiples. Il en a résulté des bouleversements profonds dans la vie sociale comme dans la vie des idées, et c'est ce qu'il convient de comprendre avant de lire les caractères. La vie politique du XVIIe siècle permet de voir comment progressivement la conception du régime monarchique évolue. En effet, le modèle de monarchie française depuis le Moyen Âge est celui d'une monarchie aristocratique, où le roi partage le pouvoir avec les grandes familles nobles du pays. Et donc s'effectue ainsi un partage des pouvoirs dans les mains de quelques-uns. C'est pourquoi traditionnellement le roi doit gouverner avec un conseil qui réunit des représentants de cette élite aristocratique, il nomme un premier ministre, il doit composer, c'est-à-dire négocier avec eux. Autrement dit, il y a dans le système monarchique français une sorte de régulation du pouvoir et donc un pouvoir qui n'est pas complètement absolu. Au début du XVIIe siècle, tout le pays est traumatisé par les guerres de religion qui se sont succédées dans la seconde moitié du siècle précédent. Et le XVIIe siècle commence par l'assassinat du roi Henri IV. Et donc, c'est un pouvoir royal qui est fragilisé, d'autant plus que Louis XIII est encore un enfant lorsque son père est assassiné. Si progressivement les querelles religieuses vont passer au second plan, l'agitation politique reste forte et toute cette première moitié du XVIIe siècle, avec le règne de Louis XIII, va être marquée par des coups de force des grands. Et en retour, Richelieu, qui est le Premier ministre, va mener une répression sans limite et sans nuance. Le point culminant de cette opposition entre le pouvoir royal et les grands se situe entre 1648 et 1652, dans cette période qu'on appelle la Fronde. Les tensions deviennent de plus en plus fortes, avec des journées de révolte contre l'armée du roi, comme la journée des barricades. Car les grands n'hésitent pas, au gré des circonstances, à se servir des mécontentements populaires ou bourgeois. On en vient au final à des affrontements directs entre l'armée du roi et les armées menées par les grands. Or, le roi, à ce moment précis, c'est Louis XIV. Il a 12 ans et la régence, c'est-à-dire le gouvernement pendant sa minorité, est assurée par sa mère et surtout par le cardinal de Mazarin. Au plus fort de la Fronde, Louis XIV, son frère et sa mère doivent s'enfuir de Paris pour se mettre à l'abri. Et on dit souvent que cet événement a généré la détermination de Louis XIV pour affaiblir définitivement le pouvoir des grandes familles et réduire le rôle politique des grands à un rôle tout à fait accessoire. Louis XIV a un profond respect pour Mazarin, et ce n'est qu'à sa mort en 1661 qu'il va se dévoiler comme le roi Soleil que nous connaissons. Il commence par exclure du conseil les grandes familles, et il va les remplacer par des bourgeois qui sont compétents et entreprenant. Il refuse de gouverner avec un Premier ministre et il affirme qu'il veut gouverner seul. C'est ce qu'on appelle la prise de pouvoir personnelle de Louis XIV. C'est véritablement le début de la monarchie absolue. Louis XIV construit autour de lui tout un appareil de propagande pour faire de lui le roi Soleil à travers Versailles. Plus qu'un simple palais, Versailles est un véritable outil politique. Les multiples portraits de Louis XIV, les dorures, la magnificence, installent cette image du soleil qui gouverne nos planètes, c'est-à-dire les grands. Mais outre cette propagande, c'est aussi tout un système de représentation sociale qui est imposé à la noblesse. Il s'agit en effet de soumettre ces grands,
mais aussi de les occuper, tout comme, évidemment, les ruiner. La cour devient alors un espace où les nobles doivent être présents pour obtenir des faveurs. Si le roi ne vous voit pas, vous n'existez pas. Débrouillez-vous dans vos terres à la campagne et surtout ne venez pas réclamer. Non seulement cela permet de les surveiller constamment, mais en plus, la vie sociale imposée est coûteuse. Cela permet donc de les ruiner, ils ne vont donc pas financer une armée en sous-main. En 1687, au moment où La Bruyère écrit, tout ceci est déjà parfaitement en place et les changements dans la vie sociale sont déjà à l'œuvre. Une nouvelle répartition spatiale est installée, avec un pouvoir en dehors de la capitale qui permet de bien distinguer également les classes sociales, d'un côté la bourgeoisie, de l'autre la noblesse. Pour autant, la haute bourgeoisie, notamment celle des magistrats ou celle qui commence à développer les manufactures et donc le commerce, eh bien cette haute bourgeoisie est tout à fait bien considérée par le pouvoir. Ils s'enrichissent, mais ils enrichissent aussi le pays et évidemment les caisses sont de plus en plus vides, donc ils sont bienvenus. La vie sociale est organisée en deux pôles. D'un côté la cour, de l'autre les salons parisiens. Mais surtout, le théâtre. Le théâtre est le divertissement social le plus important et en tant que tel, bien entendu, il est également surveillé par le pouvoir royal. Ainsi, selon les périodes, seules 2 à 3 salles de théâtre seront autorisées à Paris. Les troupes ne peuvent jouer que sur autorisation royale. C'est pourquoi lorsque Louis XIV attribue une salle à Molière, cela témoigne vraiment d'une reconnaissance extraordinaire. Pour autant, certaines troupes sont invitées à jouer à Versailles ou bien dans des salons privés. L'importance du théâtre dans la vie sociale explique en partie les choix d'écriture de La Bruyère. Du point de vue des idées, en 1687, ce qui émerge, c'est l'idée d'ordre. C'est en effet ce qui va ressortir de l'idéal moral et social, puis de l'idéal esthétique. Tout ceci est encouragé par le pouvoir qui, lui, cherche à établir un ordre politique. Depuis le début du XVIIe siècle et le discours de la méthode de Descartes, l'idéal moral, c'est-à-dire la manière dont on conçoit la façon dont l'homme doit être au fond de lui et dont on doit se comporter, est construit sur la condamnation de l'imagination. On favorise en effet la raison qui permet de choisir le bien et de connaître la vérité. Les passions, c'est-à-dire bien sûr l'amour, mais aussi la cupidité, l'avidité, l'ambition, la vanité, l'orgueil, la colère, ne conduisent qu'à des outrances et à des erreurs. Donc on va laisser de côté l'imagination, on va à chaque fois la condamner pour privilégier la raison. L'idéal moral de l'époque est donc celui de la juste mesure. Et lui correspond un idéal social, l'idéal social de l'honnête homme. Enfin, un idéal esthétique vient parfaire cette idée d'ordre qui règne partout. C'est ce qu'on appelle le classicisme et qui s'illustre parfaitement cet ordre, cet équilibre, cette harmonie, et bien vraiment dans les jardins de Versailles, on voit tout à fait cette conception avec ses formes géométriques et ce principe de symétrie où tout se répond avec ordre et harmonie. 1687, l'année de publication des caractères, se situe donc en plein dans cette société d'ordre patiemment construite par Louis XIV. La Bruyère observe cette société et il va, comme d'autres moralistes, pensons par exemple à La Fontaine bien sûr, il va déchiffrer ce qui est caché, ce qu'on a mis sous le tapis pour faire croire qu'on a bien nettoyé, bien rangé. Il va pointer les dysfonctionnements, ce qu'on peut craindre pour l'avenir, et il va dévoiler une société qui, en réalité, est en déséquilibre profond.